Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'hebdo, comme tous les vendredis de 18 à 19h sur Radio 2M et en images sur nos réseaux sociaux. Dans l'actualité de cette semaine, une réforme du permis de conduire qui bouleverse les auto-écoles et déroute les candidats. Plus de questions, une plateforme numérique et un taux d'échec qui grimpe en flèche. Safia s'y intéresse dans le dérapage contrôlé. On parlera aussi transition énergétique. Selima nous fait découvrir une voie marocaine qui porte le pari de la décarbonation à travers une nouvelle technique plus stable que le solaire ou l'éolien, déjà adoptée par certains industriels marocains pour réduire leur empreinte carbone. Amine, lui, nous dira pourquoi les jeunes talents du sport mondial doivent inspirer une vraie stratégie nationale. Et puis enfin, Rimel va nous plonger dans l'univers du padel avec un tournoi interclub avant de nous livrer son agenda culturel. Et puis, bien sûr, notre invité du jour, nous recevons aujourd'hui Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle. Avec lui, nous aborderons la très riche programmation culturelle du musée Yves Saint-Laurent et du Jardin Majorelle et toutes les belles choses autour. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonsoir. Bonsoir à toi, Selma. Oui. Ça va très bien. C'est un plaisir de vous retrouver après une semaine de césure, en fait. Et moi, il fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Salah, vous m'avez manqué. Ça va? Ça va. Tu es bien bronzé. Oui. Et Amine bien barbu. Oui, aussi. Et moi, je et suis Salima, bienvenue. Salima, elle est là. Salima, bienvenue. Merci. Je suis à l'heure. 2 minutes de retard, mais bonjour à tous. Bonjour. Bonjour quand même. Alors, sans plus perdre de temps, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet et d'accueillir notre invité du jour. Je présente une nouvelle fois Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle. Avec lui, nous allons explorer la riche programmation culturelle du musée Yves Saint-Laurent et du Jardin Majorelle, ainsi que les projets passionnants qui se passent tout autour. Bienvenue sur l'hebdo. L'invité. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. C'est un grand plaisir, merci beaucoup. On imagine que vous avez été très occupé ces derniers temps, étant donné qu'il y a énormément de bonnes choses qui se passent chez vous. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est bien, tant mieux. C'est mieux Alors, comme ça. Pour présenter un petit peu à nos auditeurs, 3 expositions, 3 événements en même temps. L'exposition Amish Bulls, l'exposition Oiseaux du Mexique et le pavillon temporaire de la Villa Oasis. Et puis surtout, le Jardin Majorelle qui est aujourd'hui centenaire. Absolument. On a fêté ça en fait l'année dernière. Oui. C'était le 100e anniversaire de la création du Jardin Majorelle. C'était quand la première fois que le jardin a ouvert ses portes au public? En 1947. Mais en fait, le jardin a été créé en 1924 Exactement. par le peintre Jacques Majorelle. Et depuis 1947, il est ouvert tous les jours de l'année, sauf durant cette période de Covid. C'est le seul moment dans son histoire que le jardin a été fermé. Moi, j'ai une question qui ne vient pas de cette table, mais de ma famille, Oui. qui était à Marrakech la semaine dernière, donc qui était chez vous, et qui sont fascinés par le succès qui ne se dément jamais de cet endroit-là. Ils ont mis beaucoup de temps pour pouvoir trouver des tickets, pour pouvoir rentrer, parce que c'était full, ça nous fait super plaisir. Et ma première question, c'est comment expliquer que le succès ne se soit jamais démenti depuis toutes ces années, que ça marche toujours autant et que ça passionne toujours les gens qui viennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent encore. Ben, écoutez, c'est une bonne question. Si j'avais une réponse rapide ou immédiate, je vous aurais dit tout de suite. Mais je pense que c'est l'intégrité, c'est le lieu qui est magique et c'est surtout l'équipe. Parce qu'il y a plus que 200 personnes, des Marocains et Marocaines qui sont là, la plupart beaucoup moins jeunes que moi, c'est ça peut-être la magie de cet endroit. C'est cette équipe de toutes sortes, que ce soit les jardiniers, les gens qui s'occupent des musées, les gens qui s'occupent de sécurité, la billetterie, etc. C'est vraiment comme une famille et je crois que ça sent en traversant, en rentrant dans ce lieu.
bien entendu, qui est un jardin. Et malheureusement, il y a moins en moins de lieux, d'espaces verts, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs, qui sont privilégiés. Donc, je pense que c'est le mélange des choses, mais c'est surtout, je crois, à cause de l'équipe et les gens qui créent et qui protègent et qui fait régir ces lieux. Alors, juste pour rappeler une petite chose, c'est que ce jardin fait 3 hectares de superficie, pour ceux qui ne le savent pas. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est que 3 hectares en plein cœur de Marrakech. Voilà, 3 hectares de foot. C'est un paquet de stades de foot, j'imagine. Et ça, c'est les analogies de entièrement de verdoyant. 3 hectares, c'est 3, c'est un peu moins de 3 de terrain de football. Oui, mais ce qui est intéressant, il y a 100 ans, c'était le début de la Palmeraie, là, où elle est aujourd'hui. Exactement. En fait, aujourd'hui, maintenant, il faut aller 4 km pour trouver le circuit de la Palmeraie. Mais à l'époque, le Palmeraie commençait là. C'est pour ça que Majorelle, quand elle cherchait un bout de terrain en 1923 à acheter, c'était en dehors, bien entendu, le Médina, mais aussi en dehors de Galice, qui était le quartier des Européens. Donc, c'était déjà, il a pu trouver ce petit bout de terrain qui n'était pas 3 hectares, c'était la moitié. Et donc, il a pu acheter ça parce que c'était vraiment, il n'y avait rien. Il n'y avait que des palmiers. Et puis regardez aujourd'hui Marrakech. Et aujourd'hui, c'est énorme. Pleine expansion, énorme. Alors justement, le Jardin Majorelle accueille un nouvel espace d'exposition qui est entièrement dédié au jardin et à son histoire. C'est le pavillon temporaire de la Villa Oasis. La conception de cet espace qui va durer 2 ans, donc de 2025 à 2027, et qui fait 100 mètres carrés, a été confiée à une jeune architecte marocaine qui s'appelle Hiba Ben Salk, effectivement. Alors, au tout début, qu'est-ce qui a motivé la création d'un espace pareil entièrement dédié à l'histoire du Jardin Majorelle ? Est-ce que vous sentiez que cette histoire n'était pas assez présentée ou connue avec plus que 4000 visiteurs par jour, je pense qu'on avait quand même un devoir presque pédagogique de aussi expliquer qu'est-ce que c'est ce jardin, quels sont les types de plantes qu'on trouvait dans ce jardin. Et on n'avait pas jusqu'à présent un lieu où on pouvait exposer les pancartes liées à la partie botanique. Nous avons un musée dédié des arts berbères, nous avons un musée dédié à Yves Saint-Laurent avec ses espaces, des expositions temporaires, mais rien encore où on pouvait montrer à notre public cette riche flore qui existe là-bas. Et comme nous sommes dans un périmètre... On est sur combien d'espèces botaniques ? Il y a plus que 350. C'est effectivement une... Avec leur variété entre espèces. Et on a fait un riche archivage, un catalogage de toutes ces espèces durant le Covid, parce que comme on était fermé, on était quand même actifs. Et donc aujourd'hui, on a une vraie inventaire de toutes les espèces de plantes. Et on s'est dit, mais comment on ne pouvait pas construire quelque chose de durable ? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un espace vert, une zone verte. Donc, on a des emplacements où se trouve aujourd'hui le pavillon temporaire, est une ancienne piscine qui était à l'origine un réservoir d'eau créé par Jacques Majorelle. Un peu construit en hauteur comme on faisait beaucoup dans la région comme le Ménara ou le Agdal. Et durant le Covid, on a aperçu que cette piscine qui était transformée en piscine par Feuille Saint-Laurent et Pierre Berger dans les années 80, qui avait des grandes fuites d'eau. Et comme la piscine servait à personne, on a pris l'initiative de démolir cette piscine et on avait 600 mètres carrés. Et alors, on aurait pu agrandir avec les plantes, mais après on s'est dit pourquoi on ne crée pas un programme pour justement encourager des jeunes architectes marocains. Parce que souvent quand on est architecte, et on sort avec un diplôme d'architecte, la première chose c'est de trouver les premiers clients. Bien sûr. Et souvent c'est les familles ou c'est les parents des fois. Mais c'est jamais très facile de construire. Il faut trouver quelqu'un qui vous fasse confiance. Confiance, absolument. Ouais. Donc c'est ça. Donc après le pavillon qui va durer 2 ans, à la fin il y a un concours. Exactement. Qui est lancé à l'échelle nationale. Donc il y avait les jeunes architectes marocains à participer. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails, l'âge, l'inscription, les adresses, les pistes. Qui a appelé. Oui. Non, en janvier 2026, on va lancer justement l'appel les candidats. Et bien sûr, d'abord, il faut que ce soit des Marocains ou Marocaines. Et comme Hiba,
qui n'a jamais construit quelque chose de sa vie, qui a conçu plusieurs projets sur papier, mais qui n'a jamais pu trouver, disons, ses clients. Donc c'est les 3 critères. Donc en janvier, début de l'année prochaine, on lancera les appels pour les candidats et les projets. Donc on va étudier ça 6 mois et on va sûrement dans un an, disons juin 2026, annoncer le lauréat. Et après, il y aura 6 mois d'études pour construire, pour rouvrir la nouvelle édition, la deuxième édition. Alors, les critères, c'est qu'il faut être jeune. De quel âge à quel âge? Mais je n'ai pas de jeune, c'est juste... La jeunesse, c'est dans le cœur. La jeunesse, c'est dans le cœur, mais surtout qu'il n'avait jamais va construire quelque chose. Gauche a le droit d'y participer. Mais s'il me montrait ses diplômes d'architecture... Donc, diplôme d'architecture qui n'a jamais pu construire. Oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est en fait être marocain. Oui. Ce sont les 3 critères. C'est exact. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas plus simple. On a énormément de lauréats d'écoles d'architecture qui sortent chaque année. Parce qu'il y a deux écoles nationales, une à Rabat et une autre à Marrakech. Et on oublie assez vite que ce sont les architectes, souvent les constructeurs ou comment je peux dire, créent des nouvelles villes, qui créent des environnements urbains sur lesquels la plupart de nous qu'on se retrouve. Et donc, ils ont un rôle très important à jouer. Et il y a quand même une jeune génération des jeunes architectes qui sont très, très sensibles à c'est le vocabulaire marocain. Vous voyez l'exemple du pavillon marocain à Venise, le Biennale d'architecture qui est inauguré il y a une semaine. C'est fabuleux et fait par 2 jeunes architectes. Il y a toute une nouvelle mode qui est plutôt vernaculaire marocain, au lieu de toujours d'aller vers l'étranger, de répliquer les gratte-ciel en verre, etc., mais d'utiliser les techniques et les matériaux qui sont plus appropriés au royaume. Alors, le pavillon temporaire est là en même temps que l'exposition Flore Majorelle, qui a été réalisée par Dean Kelch, qui est botaniste californien de renom. C'est une sélection de 20 plantes emblématiques ou rares du jardin qui ont été choisies parmi les 350 qui le composent à peu près. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire cohabiter ces deux espaces en même temps? Et qu'est-ce qui les unit? En fait, c'était de concevoir un pavillon temporaire et dans l'intérieur de ce pavillon d'exposer quelque chose autour de la flore de Marrakech et de Majorelle en particulier. Dean Kelch était un botaniste californien qui est venu à Majorelle pour faire une étude sur certaines plantes en provenance du Mexique surtout et la côte ouest des États-Unis et le Mexique. Et donc, je lui ai posé la question parce qu'il était en rapport avec notre jeune équipe des jardiniers, des chefs jardiniers, qui sont tous des Marocaines, de faire une sélection de ces 20 plantes. Et c'est l'équipe interne des départements graphiques qui sont également notre équipe des jeunes Marocains qui ont créé toutes ces illustrations autour de ces plantes. Donc c'était un peu homemade, c'était fait maison comme ça, mais c'est fait partie aussi, ça engage tout le monde à participer dans l'équipe de 200 et plus, ça fait que tout le monde a participé à cette aventure. Qu'est-ce que vous espérez que les visiteurs retiennent après leur passage dans ce pavillon? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je voudrais qu'ils retiennent que le Maroc est une source remarquable de créativité en architecture, qu'il y a une nouvelle génération qui regarde plutôt leurs racines marocaines que toujours l'étranger. Il y a aussi, bien entendu, de sensibilisation de le monde vert, le monde de flore autour de nous, l'importance que ça joue. Des fois, on oublie, surtout dans une ville comme Marrakech qui grandit à une telle façon, mais comme le reste du monde aussi. Et aussi, je voudrais aussi que c'est tout un village pour faire quelque chose. On est une équipe et pas juste d'une personne. C'est vraiment une équipe. Iba est un exemple même d'une jeune créatrice, une jeune architecte. Et j'espère que sa carrière, grâce à ça, va pouvoir s'envoler.
Mais bien sûr, c'est quelque chose d'énorme. Quand on voit les images de pavillons faits par Riba avec les images et tout, ça a coupé le souffle. Hein. Ça va faire très mal quand le jour qu'on va démolir. Chaque 2 ans, vous allez passer par une petite crise existentielle. Déjà, je crois que la crise a déjà commencé. Alors, on parlait de jeunes architectes, on va parler de jeunes sportifs. Êtes-vous un sportif, je vais m'inspirer de votre prochain candidat. Les jeunes joueurs marocains ont dominé l'actualité nationale et internationale avec des exploits footballistiques cette semaine. Amine s'y intéresse, il n'y a rien, ça joue. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Si vous permettez, je vais m'adresser directement à Fielaouni. Voilà, elle était là dans la régie. Exactement, je sais qu'elle nous écoute, ou du moins elle nous écoutera. Donc ça sera une sorte de lettre ouverte à qui je dirais très cher Fielaouni, estimée patronne, c'est fini. Nous avons définitivement perdu la bataille. Le jeunisme a gagné. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Enfin non, je crois que je me suis emballé là un peu. Mais ils sont vraiment venus, ils sont tous là à la radio, autour de cette table, donc il nous faudra faire une raison. Parce qu'avec Selma, Safia, Rimel et Salima, non pas Salima, je pense que c'est foutu pour toi. Donc tous sont donc le futur de cette radio, cette jeunesse conquérante et triomphante qui a juré de vite prendre notre place. Et ils ne sont pas les seuls, la jeunesse a pris d'assaut le monde et les sports en particulier, parce qu'il y a encore peu, on s'emballait sur le génie de Messi, la puissance de Ronaldo, la justesse de Lewandowski, l'extérieur du pied soyeux de Modric, la finition de Mohamed Salah et la Shkoumoun d'Harry Kane. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. En l'espace d'un an, tout le monde aujourd'hui n'a plus Dieu que pour le petit Pedri de 23 ans et se prosterne devant Lamine Yamal, 17 ans seulement, et qu'on voit déjà comme le ballon d'or de cette saison. A raison d'ailleurs, parce que le gamin explose tous les records de précocité dans son sport, le foot donc, qui font donc passer Mbappé, 26 ans, pour un pré-retraité. Pareil pour le tennis, où le numéro 1 mondial, donc l'Italien Jannik Sinner, n'a pas plus de 23 ans, et où le génie espagnol Carlos Alcaraz, 22 ans seulement, a déjà 18 titres, dont 4 du Grand Chelem, et 6 Master 1000, sans compter que le quadruple champion olympique de natation Léon Marchand n'avait pas plus de 21 ans au moment de ses expos en France. Et des exemples pareils, je pourrais en citer jusqu'à dimanche 15h30 environ, parce qu'il y en a tellement. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que les vocations naissent de plus en plus tôt dans le sport et les exploits également. Donc il faut prendre soin des graines qui éclosent pour en faire de très belles plantes, chose qu'on a rarement su faire, parce que j'aimerais vous rappeler qu'en 2005 par exemple, on a eu une très belle génération de footballeurs marocains qui est allée en demi-finale de la Coupe du Monde Junior, et pas plus d'un quart d'entre elles seulement a fait une carrière honorable par la suite. Pourquoi ? Parce qu'on ne les a pas pris en charge, qu'on ne s'est jamais donné la peine de les accompagner, et j'ai l'impression de faire un petit parallèle avec la jeune architecte Yva à qui on met le pied à l'étrier. Donc on ne s'est jamais donné la peine de les accompagner, en fait, ces joueurs, en pensant qu'ils feraient le job tout seuls, ce qu'ils n'ont pas su faire, bien entendu, vous vous en doutez bien. Sauf que là, l'histoire se répète. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agirait pas de nous louper dans les grandes largeurs, une fois encore, parce que ça ferait tâche dans le calendrier de nos ambitions. Nous avons une génération de moins de 17 ans dont tu parlais, qui vient donc d'être sacrée championne d'Afrique, et c'est probablement l'une des plus talentueuses qu'on ait eues depuis de nombreuses années, et une autre de moins de 20 ans, certes moins flamboyante, mais qui joue actuellement la CAN en Égypte, et qui vient donc se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Chili, qui va avoir lieu en septembre et octobre prochain. De toutes ces petites pépites, il y a moyen de tirer, je pense, de grandes perles, et faire en sorte qu'elles deviennent le principal réservoir de cette équipe nationale qui va défendre nos couleurs en 2030, dans cette formidable Coupe du Monde qu'on s'apprête à co-organiser. Tout comme vous serez vous, Safia, Rimel, Selma, mais définitivement pas toi, Salima. Les grands gourous. alors qu'elle est assise à côté de toi. Oui, les grands gourous des médias de demain. Car comme disait le brillant et passionnant philosophe Éric Zemmour, le grand remplacement est lancé et plus rien ne peut l'arrêter. Tu finis sur une citation de Zemmour quand même. Faut le faire. C'est du talent, ça. C'est du talent. Grand talent. Rien que pour ça, t'inquiète pas, on te mettra dans la plus belle maison de retraite. Merci. On fleurit, vous avez eu la compassion et qu'elles ont pour nous. Mais c'est vrai, cette année, on a quand même fait un exploit historique pour revenir à ton sujet. L'exploit historique à tous les niveaux. Les équipes nationales de moins de 17 ans, on a les moins de 20 ans et les sélections féminines U17 et de futsal féminin qui ont toutes validé en fait leur billet pour les Coupes du Monde. Pour les Coupes du Monde. Et c'est peut-être pas fini. Voilà. C'est pas peut-être, Madison c'est pas fini. Cox, vous êtes amateur de football un peu, vous regardez ou pas du tout? Surtout tennis. C'est classe. Très classe. Paddle, non? Paddle? Le paddle? Non, j'ai fait 2 cours de paddle pour les clients parce que je suis paysagiste aussi, mais j'ai jamais joué paddle. Très tendance. Tu sais Alors, justement, les anciens du tennis, les vrais aficionados du tennis,
donc comme je pense que M. Cox doit l'être, sont très réticents aujourd'hui. C'est un sport qui touche les néo-tennisman, encore relativement jeunes, qui peuvent aller vers le paddle, mais les vrais, ceux qui s'accrochent véritablement. Et c'est très ancien le paddle. D'ailleurs, je vais vous laisser parler de paddle. Je suis désolée pendant. J'ai une transition de malade. Je veux savoir ce que c'est. J'ai une transition de malade. Je vois où est-ce qu'elle veut aller. Laisse-la faire. Parce que celui qui a inventé le paddle, c'est un Mexicain. Le Mexique, les oiseaux du Mexique. Voilà ta transition. Bravo. Quel talent. Quand vous voulez. Moi, ça me moque. Un peu tiré par les cheveux. Du tout. Tu es juste jalouse. Si tu voulais travailler un peu comme Rimmel, toi aussi tu aurais pu faire cette transition. Effectivement, c'est une excellente transition. Le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech accueille l'exposition Oiseaux du Mexique, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Elle a débuté en février, mais les visiteurs peuvent toujours en profiter jusqu'au 27 juillet. Donc c'est bientôt fini. Non, on est mi-chemin. À mi-chemin. Mi-février, fin février, fin juillet, on est vraiment en plein cœur de la chose. Ça va, vous êtes encore large, il y a encore assez de temps pour aller se faire un petit week-end à Marrakech. Braver la chaleur de Marrakech du mois de juillet, mais pour le reste, ça va. Alors, c'est une exposition qui met en lumière une impressionnante collection de... tout objet qui sont liés autour de ce thème d'oiseaux. Et en fait, nous avons une jeune Mexicain qui parmi nous, au musée Saint-Laurent de Marrakech, qui s'occupe de tout ce qui est restauration de textiles et objets, surtout textiles et broderie. Et moi, j'ai fait un voyage au Mexique il y a 2 ans. J'étais frappé, même si je suis natif de la Californie, de San Francisco, je connais très mal le Mexique. Et je suis allé il y a 2 ans. J'étais frappé par des rappels entre la culture et les arts populaires marocains et mexicains. Ah oui? Et c'est fascinant parce qu'en fait, si on réfléchit, quand les Espagnols ont quitté la péninsule ibérique pour découvrir les Amériques, ils sont partis avec qui? Avec les artisans arabes, les artisans du sud de l'Espagne. D'accord. De l'Andalousie. Et ce sont ces artisans qui ont tissé les textiles, c'est eux qui ont travaillé les poteries, c'est eux qui ont ciselé les métaux, etc. Donc il y a des grands parallèles entre le Mexique et le Maroc. Je ne dis pas que c'est la même chose. Mais il y a des points de similitude. Il y a des similarités. Et donc en revenant, j'ai parlé avec ces jeunes Mexicains en disant j'aimerais beaucoup faire quelque chose pour faire venir comme thème, pour pouvoir aussi montrer à le public marocain qui a ses ressemblances. Et donc, il a proposé ce thème des oiseaux, qui est un thème universel, un thème qu'on retrouve sur le drapeau mexicain, et qui est un thème qu'on retrouve aussi dans les broderies d'Azimour, par exemple, c'est toujours l'aigle, etc. Et donc, c'est la première fois que nous, quand je dis nous, le musée Saint-Laurent Marrakech et l'équipe de Jardin Majeur, elle a travaillé avec divers musées nationaux du Mexique. Et la première fois que les objets, des choses précolombiennes, donc il y a des siècles, jusque les objets faits aujourd'hui encore au Mexique par les artisans, a été exposés ici au Maroc ou même en Afrique. Donc c'est ce qui est très émouvant, c'est que de voir le public marocain qui viennent et qui s'identifie ou qui identifie certains points de broderie. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce que vous remarquez que le public marocain a un engouement envers ces Bien créations, sûr, parce qu'ils le connaissent, ils le reconnaissent, beaucoup plus que peut-être quelqu'un venant de l'Asie ou l'Occident, etc. Donc c'est très émouvant, cette exposition. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite transition aussi tirée par les cheveux que celle de Rimmel? Alors je pose une question, après tu fais ta transition. Attends, non. Tu vas faire une transition. D'abord la transition, juste pour faire c'est une digression. Ah, une digression, d'accord. En fait, il y a une exposition dédiée aux oiseaux au Jardin Majorel. Il y a
il y a des plantes magnifiques qui s'appellent les oiseaux du paradis parce que le jardin de Majorelle est un paradis. C'est fini pour moi, je m'en vais. Merci. Mais ça, c'est notre prochaine expo dans le thème avion temporaire. C'est les Comment vous l'avez oiseaux trouvé de Majorelle. Je vous ai coupé le sifflet. Bravo. Vous avez une question, pardon. Donc moi, question. Donc j'ai l'impression que vous êtes beaucoup lié avec l'Amérique latine parce qu'il y avait eu l'exposition juste avant de Serpent qui était avec l'Australie, enfin plutôt pas l'Amérique latine, mais plutôt avec d'autres continents. Désolée, je suis fatiguée. Je me rattrape toute seule. Hein. Vous avez bien compris. Merci. Oui. Donc voilà, avec d'autres continents. Plutôt vraiment, on est parti vers l'Australie, maintenant vers l'Amérique latine, avec le Mexique, et quand même vous avez travaillé avec minutieux, avec des chercheurs, des historiens de l'art et des experts d'aires géographiques. Donc ça prend combien de temps de créer ce genre d'exposition et pour mettre en valeur après ce parallèle entre le Maroc et ses aires géographiques? Minimum un an et demi. Cette exposition avec le Maroc, avec le Mexique, c'est assez complexe parce qu'il y a des objets faits avec les plumes d'oiseaux, comme les pièces qui datent des siècles, qui sont les trésors nationaux du Mexique. Donc ça a pris beaucoup de temps et beaucoup grâce aussi d'aide de l'ambassade du Mexique ici à Rabat, qui nous a aidé aussi pour sortir ces pièces. Donc c'est minimum un an, 2 ans pour monter une exposition. En plus, c'est énorme comme impact et d'envoyer toutes ces pièces. Il y a plus que 80 pièces. Et il y avait certaines pièces qui avaient besoin des convoyeurs. Donc, ça veut dire des gens qui accompagnaient des pièces de différents musées jusqu'à Marrakech, jusqu'au montage, et qui vont revenir pour les montages et les recompanyer à nouveau au Mexique. Et quel est le prochain continent? Quel est le prochain continent? Le prochain continent, ce sera, en fait, on va exposer un photographe américain qui est décédé il y a une trentaine d'années de sida, mais qui était un très grand photographe. Et donc, c'est pour varier les choses. Il s'appelle David Seidner, qui était un photographe qui était de Californie, mais qui a surtout vécu beaucoup à Paris, mais qui avait fait plusieurs séances de photos ici au Maroc. Donc, on essaie toujours, avec nos expositions temporaires, au musée Saint-Laurent, de relier une histoire dans un sens ou dans une autre avec le Maroc. Par exemple, Serpent et l'Australie, on a pris le thème Serpent, parce que c'est aussi un thème qu'on retrouve ici à Marrakech et dans certains bijoux berbères, etc. Alors je vais vous souffler une petite idée, peut-être qu'un jour mon idée verra le jour au musée Mazorelle, imaginez. Petite idée de génie, croyez-moi. Je trouve en toute humilité. Non mais vraiment. Toi et ta digression. Tout à l'heure, quand vous avez parlé, Monsieur Cox, de similitudes, etc., on peut le faire. Je vois tellement une très jolie exposition avec le tapis Aziri, donc d'Azerbaïdjan. Il y a énormément de similitudes dans la manière de tisser les tapis, etc. Et donc, ma collègue est partie visiter ce pays. Et quand j'ai vu les photos, j'imaginais les femmes berbères en train de tisser les tapis. Et c'était vraiment très joli à voir. Non, c'est une excellente idée parce qu'en fait, il faut valoriser votre patrimoine. Et c'est si riche. Mais si en même temps, on peut valoriser notre patrimoine et puis s'ouvrir sur le monde... Oui, et s'ouvrir sur l'autre, c'est bien win-win. sûr. Bien sûr. Alors c'est win-win, oui. Mais c'est une très bonne idée. Faire dialoguer la culture marocaine et tout cet héritage international, c'est une mission importante à vos yeux? Tout à fait, oui. Parce que j'adore votre pays et j'adore votre patrimoine. Et donc, je pense que dans une position laquelle je me trouve, il faut vraiment réunir et d'avoir autant de visiteurs marocains, bien sûr, mais d'avoir autant de visiteurs étrangers, de comprendre aussi la complexité et la richesse de votre patrimoine. Et c'est fait partie de nos devoirs. Vous avez été paysagiste. Je suis toujours paysagiste. J'essaie. Alors, vous avez de nombreuses casquettes, botaniste, historien de l'art. Comment ces différentes facettes ont façonné votre parcours à la tête de la Fondation et votre passage ici au Maroc j'avais travaillé au Jardin Majorelle dans les années 90. Et quand Feu Pierre Berger a voulu décider, ou les deux ont décidé de créer une fondation pour siéger, pour préserver l'entité Jardin Majorelle, moi je faisais parmi ceux qui étaient là et qui a pris passion pour ces lieux.
Et donc, moi, je contribue peut-être parce que je ne suis pas ni marocain ni français, mais je comprends très bien la culture française parce que j'ai vécu beaucoup là, j'ai fait mes études là-bas à Paris. Je travaille toujours en France. Je suis aussi siégé à la Fondation française de Pierre Berger Saint-Laurent. Donc, je pense que toutes ces différentes casquettes, comme vous dites, m'amène jusqu'à cette position aujourd'hui d'apporter un regard de l'extérieur, mais aussi sur la richesse de votre patrimoine. Mais c'est magnifique tout ça. Dis-moi. Alors, moi, j'ai eu la chance Deuxième de visiter day. 2 fois. La première était pas mal. Non, vraiment. la première était pas mal. J'espère que vous la noterez. Non, j'ai eu la chance de visiter à 2 reprises donc les jardins Majorelle. Et puis, à chaque fois, très franchement, on est happé par une espèce d'énergie. Ou même quand on connaît les lieux, au-delà effectivement des expositions temporaires, on a envie, une fois qu'on est à Marrakech, d'y retourner. Moi, j'ai une question à vous poser, vu que vous y êtes tous les jours, enfin quasi tous les jours, même si vous voyagez beaucoup. Est-ce qu'on se lasse pas au bout d'un moment ? Lasse pas dans quel sens? On se lasse pas d'être à Majorelle. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous lassez d'être à Majorelle de temps en temps? Non. Je ne lasse pas dans le sens que... Ça y est, vous en avez marre, vous en avez marre autre chose. Non. Jamais? Non, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure... Ça bouge tout le temps? Ça change tout le temps, c'est une chose vivante, donc ça bouge tout le temps. Et c'est aussi les gens, le contact avec l'équipe. Moi, je suis moins en contact avec les visiteurs. Je les vois, les visiteurs. Mais ces 200 personnes, je connais souvent des Il a dit familles. tout à l'heure en off, désolé, une phrase et on a toutes regardé Ftria. Oui. Il a dit, moi, j'aime pas que les gens qui travaillent au jardin soient stressés. Alors, je souhaite à tous un patron. En fait, il y avait Rimel, Safia et moi, on a toutes regardé aussi, elle a la même vision, je trouve. Ftria aussi, elle a la même vision, je trouve. C'était pour la charrière. Mais non, j'ai... non. Mais d'où elle vient cette énergie qui nous happe à chaque fois qu'on est à Marrakech? Elle vient d'où? C'est les fantômes. Je crois que c'est l'énergie du lieu. Et c'est le lieu, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, ça a l'air peut-être un peu bête, mais je pense que c'est les gens, c'est l'équipe qui a cette passion parce qu'ils savent très bien que c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça au monde. Et pour un jardinier qui est eu moins de chance dans la vie, de travailler dans un lieu qui est un des plus cités comme l'un des plus beaux jardins du monde. Oui, c'est une chance, bien sûr. C'est une chance, mais c'est une fierté. Oui. Et de participer à chaque exposition qu'on monte des musées, des 2 musées et le pavillon temporaire, on fasse aussi tout un moment où on explique et on montre tous les collègues, toute l'équipe, pour que tout le monde fait partie des choses. C'est pas juste pour l'équipe muséale ou que l'équipe administrative, mais c'est un travail tout le monde ensemble. Et on a commencé depuis 1 an à des programmes pédagogiques pour les enfants des écoles publiques autour de Majorelle. Ce ne sont pas toujours des programmes les plus denses en culture et on n'est pas là ni pour leur faire apprendre c'est pas ça le but, mais c'est plutôt de ne pas avoir peur d'entrer dans un établissement culturel, d'entrer dans un lieu boisé ou un lieu jardin et d'apprécier tout ça. Parce que des fois, les gens viennent pas dans des contextes où ils ont un accès direct avec les parcs ou les jardins. Donc, un jardin peut être 1000 choses pour quelqu'un. Et donc, moi, je pense qu'on peut aussi passer des messages, des soft power comme ça, dans les sens... Absolument, oui. Voilà. Faut absolument qu'on parle de décarbonation là tout de suite. Ah oui. J'ai pas de transition. Bah si, les plantes. Ça donne envie. Envers la chronique. Vous me direz ce que vous en pensez, s'est Monsieur Cox, penché sur la décarbonation de de l'industrie marocaine, une méthode innovante qui ne relève ni de l'éolien ni du solaire, mais bien ça plus y est, stable et prometteuse. Radio 2M, l'hebdo. Et oui, et si la solution à la crise énergétique mondiale venait de 2 ingénieurs marocains, non pas de la Silicon Valley ni des laboratoires allemands, mais de 2 ingénieurs marocains, 2 esprits brillants, qui ont osé défier les lois de la mer pour en faire jaillir l'énergie du futur. Je vous les présente, Mohamed Taha Louajiachi et Oussama Nour, 2 noms qu'on risque d'entendre très souvent. En 2020, au cœur d'une planète
englués dans la pandémie et les incertitudes climatiques, ils fondent leur start-up pas comme les autres. Leur ambition n'est pas simplement de produire de l'électricité, leur pari c'est de révolutionner en fait l'accès à une énergie propre, constante, locale et surtout venue des profondeurs de l'océan. Leur arme, une technologie donc baptisée WaveBit, une invention simple sur le papier. Capter l'énergie des vagues pour la transformer en électricité. Regardez comment ça fonctionne. En fait, c'est la houle. Donc la houle, à chaque fois qu'elle va frapper en fait les côtes, elle va activer un espèce de petit levier et ça va produire donc de l'électricité. Et cette solution a démontré une efficacité énergétique défiant tous les standards mondiaux, un facteur de charge supérieur à 60%. Bien au-delà donc de l'éolien offshore et surtout une capacité de production équivalente à 15 000 mètres carrés de panneaux solaires. Tu nous diras, ça fera combien de terrains de football cette histoire de 15 000 mètres carrés de panneaux solaires? 2. Voilà. 2 Quoi très précisément. C'est tout? 7 000 mètres carrés un terrain de football, 15 000 mètres x 2. Font 2. Donc 2 terrains de football. Ah oui, bravo, exactement. Alors pour une seule unité, c'est 700 kW et sur le terrain, cela se traduit par des économies d'infrastructures de 70% grâce justement à l'utilisation de structures portuaires existantes. Tangemed ne s'est pas trompé. Le plus grand port d'Afrique est devenu le premier incubateur de cette start-up. Donc il y a déjà une solution WaveBit qui est installée près de Tangemed. Et depuis donc, cette start-up, eh bien, elle trace son petit bout de chemin au rythme de la houle. 110 MW, c'est la capacité du premier projet donc, de cette start-up. Le tout premier d'exploitation d'énergie houlomotrice qu'on appelle en Afrique. Et des accords ont été déjà signés dans 5 pays pour répliquer le modèle partout ailleurs. Alors le monde ne reste pas indifférent. Ils ont déjà raflé 15 prix nationaux et internationaux. C'est magnifique. Voilà, ce qui vaut à cette start-up justement d'être l'une des plus prometteuses de la région. En 2023, elle a pu compter, donc dès l'année dernière, dès il y a 2 ans, parce qu'on est en 2025, elle a pu compter sur des alliés solides comme l'UM6P, donc le fonds d'investissement de l'université Mohamed VI Polytechnique, qui mise très gros sur son développement industriel. Mais au-delà de ces jeunes, eh ben, ces deux garçons, ils prouvent que l'Afrique n'est pas seulement on n'est pas là que pour recevoir des innovations, on est là également pour en produire et dire qu'on existe. Et à l'heure où l'humanité cherche des vraies alternatives pour se libérer des énergies fossiles, l'océan, ce géant sous-exploité, recèle un potentiel immense. Écoutez bien cette phrase. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'énergie marine, uniquement marine, pourrait produire à elle seule, couvrir à elle seule tous les besoins énergétiques de la planète si on exploite bien cette énergie marine. Et donc cette start-up, elle prouve, contrairement, parce que, ah oui, petit détail qui a toute son importance, le vent et le soleil, ça peut, voilà, c'est parfois capricieux, alors que la houle, quasi jamais, très franchement. Et donc cette idée, elle est née ici, dans un pays qui croit à la transition écologique. Elle s'inscrit dans une dynamique nationale ambitieuse et elle voit très loin vers les océans, vers une industrialisation décarbonée. Et tout cela, rappelons-le, a commencé par une idée, 2 cerveaux, 2 ingénieurs marocains. J'adore. Ouais. Ah oui, il faut les féliciter. Vraiment. Parce que par contre, magnifique. on ne félicite pas nous, je finis ma chronique avec Zemmour, tu finis ta chronique avec Marine. On est en train de virer là où il ne faut pas aller, je pense. Mais non, voilà. Très beau jeu de mots avec. Donc c'est un très joli jeu de mots. Très joli jeu de mots. Ça prend du temps. Chacun son rythme. Il est un peu plus en douceur, en douceur. Exactement. Pas grave, l'EHPAD est bientôt C'est là une pour très lui. belle histoire. Ah oui. Vraiment. C'est talent marocain, encore une fois. Ça fait 4 ans qu'ils existent, tu te rends compte. Et puis Mais peut-être que déjà, ça va. Tangemed, c'est vraiment top. Donc, C'est c'est-à-dire déjà que, énorme. est-ce que leur C'est en phase leur pilote à machine, Tangemed ok. et Tangemed est capable de recevoir une Voilà, partie de c'est ça, l'électricité ce qu'on de cette station qui existe à Tangemed. Donc d'ici quelques années, peut-être que Ah, Tangemed peut-être. complètement Peut-être que sera tous les ports, totalement peut-être. Peut-être. très Oui, oui. énergétique. Très beau, C'est magnifique. Voilà. Alors, Bon, à Marrakech un peu moins parce on qu'il n'y a pas la mer. va sans transition, encore une Sans transition. Sans transition, encore une fois, on va aller chez Safia, qui est un sujet totalement différent. C'est un vrai coup de volant dans le monde du permis de conduire au Maroc. Oh. Ah. L'examen a changé de Oh. braquet depuis un bon moment déjà. Résultat, un taux d'échec qui explose. Safia décrypte et dérape. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Nous parlons culture cette semaine avec notre invité Madison Cox. On imagine se balader dans les allées du jardin de Majorelle, arpenter les couloirs du musée Yves Saint Laurent, mais il manque une chose.
le moyen de s'y rendre. Non, même si c'est Marrakech, on n'y va pas à dos de chameau, mais en voiture. Et il semblerait que de moins en moins d'automobilistes vont circuler. Et oui, les premiers résultats après que l'examen du permis de conduire a fait peau neuve le 25 mars avec l'augmentation de questions ou encore l'installation de caméras de surveillance individuelle dans les salles d'examen sont tombés. Le taux d'échec à cet examen théorique a connu une hausse spectaculaire. Certains médias parlent de 95% dans certains centres et même 100% dans certaines régions. Je n'ai pas pu vérifier cette info, mais c'est un fait qui énerve tout le monde. Les auto-écoles, les apprenants, les concessionnaires, les sites de vente de voitures d'occasion, les vendeurs de bibelots accrochés sur son rétro. Bref, je dérape, mais je me contrôle, enfin presque. Je suis aux anges. Enfin, on aura des automobilistes qui utilisent cette chose rare qu'est le clignotant. Qui sait que la priorité, c'est à droite, qui reconnaît les différents panneaux de signalisation. Le plus simple, le stop, c'est écrit dessus, donc facile. Mais même ça, on n'y arrive pas. Qui prennent dans le bon sens ce satané rond-point. Et Dieu sait combien il y a de ronds-points au Maroc. D'ailleurs, on est tellement nuls qu'au rond-point, il y a des feux rouges qui ne sont eux non plus pas respectés. Faut m'arrêter parce que je peux rester comme ça des heures. J'ai le syndrome du post-traumatique d'une automobiliste marocaine qui a dépassé les 15 ans sur les routes. À Casa. À Casa. Faut préciser. Oui, c'est vrai. Faut préciser, oui. Marrakech, ça va. Non, c'est plus agréable à Marrakech. Non, il y a trop de mots. trop de mots. Trop de Ou la mots. Marrakech, c'est un calvaire. Ah non, moi, j'y arrive pas. Marrakech, je ne Marrakech. conduis pas à Ah oui, Marrakech. c'est impossible. Non, j'arrive pas. Donc Calèche. Et de revenons, mauvaise c'est foi, en ça, plus. Kouti. Revenons à notre sujet. Dans une interview, j'apprends que les auto-écoles craignent que cela affecte la viabilité économique des établissements de formation et que cette situation crée un blocage psychologique chez les candidats et les pousse à abandonner après un premier échec. On leur rappelle que dans la vie, si juste rater son permis, ça bloque, ça y est, ça ne sert à rien de continuer. Ils ne savent pas ce qui les attend alors. Dans d'autres pays, le permis est tellement dur à avoir que déjà ça coûte un bras et aussi rares sont ceux qui l'obtiennent du premier coup. Et je vous rappelle aussi que l'on n'est pas connu pour notre bonne conduite, sur les routes je précise. Le web pullule d'articles de conseils pour conduire sur notre asphalte. D'ailleurs, j'aimerais reprendre les mots d'une blogueuse de voyage qui pour moi reflète tellement la réalité. La principale difficulté pour conduire au Maroc consiste à éviter les obstacles. Dans les grandes villes comme dans les plus petites, les piétons peuvent surgir à tout moment. Et surtout là où vous ne les attendez pas. Ne vous laissez pas distraire. La carriole, le petit taxi, la BMW rutilante profiteront du moindre moment d'égarement pour vous doubler par la droite ou par la gauche. Et attention, la mobilette. Safia, Gad Elmaleh l'a résumé en 2 mots. Au Maroc, on conduit pas, on s'évite. Ouais, Je trouve que c'est beaucoup plus brillant et beaucoup plus. On s'évite. C'est Non, beaucoup je trouvais ça plus parlant détaillé. Ouais, mais c'est plus parlant. Ouais, mais que plus ça. détaillé. C'est tellement vrai, ça sent le vécu. Alors pour les futurs conducteurs, potassez un peu plus vos cours et entraînez-vous. Un échec, ce n'est pas la fin du monde, bien au contraire, vous allez encore plus savourer ce précieux sésame. Et au pire, si vous ne l'avez pas, les chameaux, c'est des animaux très sympas. Hein. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir à payer ni les vignettes ni d'essence. Il vous emmènera même aux portes du musée Yves Saint-Laurent. Bravo. Safia. Oh non, moi j'aime Je suis bien désolée. cette énergie, comme ça, conduire avec le stress Ouais. et tout. J'y suis Jusqu'à- accro limite. Jusqu'à ce qu'un livreur te sorte. Oui, mais ça. ça y est, Je ça suis fait désolée, partie mais de- les livreurs, C'est le ils sont- folklore. Je les aime beaucoup, Oui, les ça livreurs, fait quand partie ils du charme viennent livrer ma Casablanca. bouffe, mais pas Même, quand ils que serait conduisent. Marrakech sans les motos, rendez-vous compte. Ce serait plus Mais Marrakech. oui, ce ne sera pas Marrakech. Oui, mais ce serait bien aussi de juste de suivre le code de la route pour qu'on Oui. puisse vivre avec les, avec les Oui. motos, les automobilistes, puis vivre en ouais. symbiose. Mais le truc, c'est que je pense depuis l'année dernière, il y a eu une réforme de la banque de questions. C'est ça. Et donc, c'est les résultats qui sont Et tombés. c'est ça, en fait. Catastrophe. Donc, les c'est gens. le résultat de. Tu conduis depuis 15 ans? Ouais. Waouh, Eh oui, madame. magnifique. Hein. Eh oui, tu as vu ça. Moi, depuis octobre. Ah J'en non, ai déjà non. marre. Non, moi, 18 ans, directement passer le permis. Revenons à vous. Revenons, Jeanne. Revenons au jardin. Quittons les routes. Revenons au musée Yves Saint-Laurent, Ouais. qui accueille jusqu'au 4 janvier 2026 l'exposition de la collection d'Amish Balls, qui est, présentons-le à nos auditeurs, un journaliste, historien de la mode et collectionneur britannique fasciné et enthousiaste des créations d'Yves Saint-Laurent. Entre autres. Entre Parce que, autres, oui. bien sûr, justement. Et c'est justement ces pièces qu'il a collectionnées qui sont aujourd'hui exposées à Marrakech. Alors, comment vous est venue cette idée comment elle est née Qu'est-ce qui la rend unique, cette exposition de la collection d'Amish Balls? Ben, d'abord, Hamish Bowles est un ami que je connais depuis une trentaine d'années. C'était une figure incontournable dans le monde de la mode. Et effectivement, elle a une collection plus que 4000 pièces Waouh. qu'il a collectionnées depuis très jeune âge. Et les pièces du fin du 19e jusqu'aux créateurs de mode aujourd'hui. Et
tout ce qu'on a exposé jusqu'à présent dans le musée, que ce soit le musée Saint-Laurent à Paris ou celui de Marrakech ou dans les expositions itinérantes, était toujours les pièces de la Fondation Pierre Berger Saint-Laurent à Paris, qui étaient surtout des prototypes. Donc, je dis des prototypes, c'était des modèles qui ont défilé et qui sont retournés et après, ils ont passé dans les archives. Donc, c'était des prototypes qui étaient exactement comme a conçu Saint-Laurent depuis des esquisses qu'il a fait. Et je dois ajouter que la plupart de ces esquisses étaient faites à Marrakech. Quand il venait, il n'était jamais un grand voyageur. Il faisait surtout toutes ses vacances à Marrakech, ici au Maroc. À la fin de sa vie, il passait, c'est vrai, du temps à Tanger. Mais ce n'était pas un grand voyageur dans le sens qu'il voyage dans les 4 coins du monde. Oui. Et donc... C'est un voyageur casanier. C'est des voyageurs de fauteuil, voilà. Et de livres. C'est pour ça qu'il avait une très grande bibliothèque, parce qu'il s'inspirait des images et de tous ses écrits. Et bon, bref. Tout ce qu'à présent, quand on a exposé dans les expositions dédiées à Yves Saint-Laurent, c'était ces fameux modèles prototypes. Et notre couture, à l'époque, par définition, était faite sur mesure. Et donc, un client arrivait, et n'était peut-être pas toujours taille mannequin, numéro 1. Numéro 2, elle voulait peut-être plus de décolleté ou moins de décolleté, ou plus de bras exposés ou moins de bras exposés. Mais comme c'était des pièces faites sur mesure, il y avait des fois ces modifications. Et donc, lui, Hamish Bowles, a la collection des pièces, pas des prototypes, mais surtout des pièces qui étaient portées. Des vêtements qui étaient des fois déjà une histoire. Et donc, ce qui l'intéresse, lui, c'est souvent qui sont ces fameuses personnes qui ont porté ces vêtements. Alors justement, comment ont été sélectionnés ces modèles qui sont exposés ? Alors, c'est lui-même. Je lui ai demandé, c'était à Tanger. On se retrouvait à Tanger il y a 2 ans à la fête de fin d'année. Je l'avais vu, je crois, le 1er ou le 2 janvier à Tanger parce qu'il était chez les amis à Tanger. Je suis résident à Tanger, donc j'étais là-bas. Et je ne sais pas, ça m'a vu l'idée de lui demander est-ce que ça l'intéressait d'exposer ces modèles qu'il n'avait jamais, ou une partie de sa collection, parce qu'avec 4000 pièces, c'était impossible de tout montrer. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il a accepté sur le champ, mais ce qui était intéressant pour les équipes de Majorelle, c'était aussi la première fois qu'ils étaient confrontés d'abord avec un collectionneur britannique. Et lui, il a demandé que le metteur en scène ou le scénographe de l'exposition soit un Anglais. Le chef qui gère un peu sa collection est une Américaine. Donc, c'était intéressant pour l'équipe. C'était toute une équipe anglophone. D'accord. Et comme notre équipe, le musée Saint-Laurent Marrakech, est une petite équipe, surtout des Marocaines, qui n'ont peut-être pas débuté leur carrière professionnelle dans le domaine muséal, mais qui se trouvent aujourd'hui chefs de collection ou régisseuses, etc. C'était une occasion pour elles d'être confrontées avec d'autres méthodologies ou d'autres moyens de réflexion. Justement, ces 2 personnes en question, je les ai envoyées au Japon pour le montage et démontage d'une exposition Yves Saint-Laurent. Et je les envoie en Californie aussi pour le montage et démontage d'une exposition. Pour apprendre. Et aussi d'apprendre comment les autres font ailleurs. Et donc, il y a le musée Yves Saint-Laurent Marrakech, au début, était créé aussi par comment je peux dire, par les gens avec une ténacité, pas de ténacité, c'est le côté technique de France. Mais c'est aussi intéressant, je trouvais, pour l'équipe de Marrakech qu'ils soient confrontés avec d'autres méthodologies. Vous êtes toujours dans une démarche de transmettre. Toujours aussi d'évolution, que ce soit de l'équipe. D'avoir les meilleures pratiques. Alors les robes et les créations, elles ont voyagé comment ? Alors, on voit dans une chose qui est horrible, qui s'appelle les couffins. Des énormes boîtes, on dirait les cercueils. Ah oui, parce qu'elles doivent rester droites. Oui, ils doivent rester plates et avec beaucoup de papier de soie, etc. Donc, c'est très complexe. Même, il y a une 50aine de robes exposées à Marrakech de la collection de Hamish Bowles. Et des fois, c'est des robes de bal qui sont énormes, donc très, très volumineuses.
Ce sont des petits trésors. Oui. Le temps nous rattrape quand on s'amuse, effectivement. On va aller chez toi, Rimel. Tu nous as concocté du sport, de la sueur et de la culture. Ça fait jingle. Il faut un jardin, là. Avec un tournoi de padel interclub. C'est week-end en culture. Week-end en culture. Exactement, seulement aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur un terrain un peu spécial. Ce week-end, j'ai assisté à un tournoi de paddle interclub à Casablanca. Oh non. Et franchement, j'en suis pas encore redescendue. 3 jours, oui, 3 jours de compétition non-stop. Tu parles du paddle, ça blesse. P-A-D-E-L, exactement. Et quand on dit interclub, il faut imaginer des équipes qui sont venues de tous les coins du pays et même de plus loin, qui viennent défendre les couleurs de leur club. Et autant vous dire que ça rigolait pas. Il y avait plus de 500 joueurs avec des délégations du Maroc, bien sûr, mais pas que, donc de Tunisie, de Belgique, de France et d'Espagne. Autant dire que Casa s'est transformée en capitale internationale du paddle pour un week-end. L'ambiance, elle était juste explosive. On a les images. Les matchs étaient super intenses, engagés, parfois même serrés jusqu'au tie-break. Bref, on s'ennuyait pas. Mais ce que j'ai trouvé le plus fort dans cette édition, c'est que le tournoi, c'était aussi l'occasion de faire découvrir de nouveaux visages, notamment ceux de l'équipe de Oujda, donc qui participait pour la première fois à l'événement. Et parmi eux, donc Ayman Kawashi, un joueur du club Padel Blue Pearl Oujda, donc qui a partagé avec nous ses impressions. On l'écoute. Et pour la première fois, vraiment la première fois, on a représenté la ville d'Oujda. On a remporté quelques matchs et on a perdu d'autres. Mais cette expérience nous a beaucoup appris et nous a encore plus motivés parce que le potentiel vraiment est bien là. On a des joueurs bien classés au niveau national et avec des jeunes talents de 14 ans et de 16 ans qui ont vraiment montré un très bon niveau. En tout cas, Oujda arrive et on sera prêt pour la prochaine édition, Inch'Allah. Mais il habite Oujda? Il habite à Oujda, exactement. Mais très souvent à Casa, vu qu'on organise à Casa des tournois pratiquement chaque week-end. Puis on avait les habitués aussi, comme ceux du SOC, le stade olympique de Casa. J'ai croisé Hamza Saouré, donc un joueur super cool, focus et passionné. Lui aussi, il a pris un moment pour me raconter son tournoi. On l'écoute. On a participé dans 2 catégories différentes, le silver et le bronze. Malheureusement, on s'est incliné en quart de finale en silver et en demi-finale en bronze. Mais ce qu'on retient, c'est l'ambiance, la convivialité, l'énergie qui était partagée par tout le monde. Honnêtement, on a passé un week-end sportif incroyable. Alors, quelle est ta vraie motivation ce profil Excellente question. Dis-nous tout. C'était sportif, c'était vibrant. Non, on veut des détails. Un vrai moment de partage autour du J'adore paddle. le choix des adjectifs. Vibrant et Sportif, partage. humain, Ouais. vibrant, oui. partage. Déjà, humain, c'est déjà très bien. Tu peux y retourner la semaine prochaine. Même si, oui, Et la semaine d'après? il y a un autre tournoi. Je t'ai dit, il y a des tournois chaque week-end. Et C'est tu vas y incroyable. aller à chaque fois. Je peux, ouais. extrêmement- J'ai la détermination. Tu es extrêmement Il y a motivé la pour une détermination. extrêmement déterminé pour une Et non-joueuse. franchement, même si j'étais là en simple spectatrice, à la fin, j'avais presque envie de prendre une raquette et de m'inscrire. Et taper le bal. Madison Cox te croit sur parole. Il te croit. Vas-y, continue. Et du coup, on passe à la programmation des meilleurs events de ce week-end. Et du coup, à l'occasion du Festival international de théâtre de Casa, ce soir aura lieu le spectacle Les Raisons de la colère au complexe culturel Enfa. On part à Oujda maintenant, du coup, avec Fahd Ben Chemsi et Delalas qui vous donne rendez-vous demain à partir de 20h30 au théâtre Mohamed VI. Et sinon, vous connaissez Léa Salamé? Bien sûr. Oui. Vous connaissez son émission Quelle Sur France époque? 2, oui. France 2. Mais est-ce que vous connaissez le sniper de l'émission? Bien Oui. sûr. Et ben Paul de Saint-Cernin, c'est son nom. Et il sera à Je joue au Casa paddle demain. aussi. Il sera à Casa demain aussi pour jouer son spectacle au Studio des Arts Vivants à partir de 20h. Parfait. Je la Bravo. mets Voilà. Que de belles choses à faire. Il nous reste quelques petites minutes. Juste avant, au est-ce qu'on peut lui chrono. rajouter aussi que la nuit des musées le 26 juin? Effectivement, vas-y, je te. Donc c'est bien ça, on a appris donc en off juste avant qu'il y avait la nuit des musées le 26 juin. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur cette événement? C'est la 4e édition. Mhm. Des musées, des centres culturels de tout le royaume sont ouverts au public, gratuits, jusqu'à minuit. Donc, ça sera tous les musées sous tutelle de Fondation des musées du Maroc, le ministère de la Culture, le nôtre, d'autres institutions, centres culturels privés, sont tous ouverts de 18h à minuit. Donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas aller Pour ne pas aller, Pour pouvoir visiter plusieurs. Exactement. Oui, oui. Non, Effectivement. absolument. Dernière question, on a vraiment quelques petites secondes pour que vous y répondiez.
Quel est votre plus grand souhait pour l'avenir de la Fondation Jardin Majorelle et pour le musée Yves Saint-Laurent dans le futur? Ça, c'est une très bonne question parce que souvent, je pense beaucoup à l'avenir. J'ai 67 ans, donc il faut y penser. La fleur de l'âge. Mais, Je ne dirai pas à toi. Jamais je ne dirai à toi. Mais non, de continuer, poursuivre toutes ces aventures que nous avons commencées. Nous avons plusieurs grands projets de créer une bibliothèque, un centre de recherche sur les divers aspects de notre institution, que ce soit sur le volet botanique, les arts berbères, la mode, création, l'histoire de l'art. À Marrakech, il y a très peu de lieux accessibles au grand public, gratuites. Nous avons une bibliothèque au sein du musée Saint-Laurent Marrakech qui est ouverte au public sur rendez-vous, parce que ce n'est pas un lieu très grand, mais on peut créer une douzaine de personnes qui peuvent consulter tous nos livres. Nous avons plus que 10 000 livres à consulter, mais on a reçu aussi en don à plusieurs bibliothèques importantes sur l'histoire de l'art, etc. Donc, je pense que pour toute institution, que ça soit vivante, il faut avoir toujours le projet, toujours pencher vers les nouvelles générations. C'est une jolie fin. Moi, regardez. Oui, prends-en de la graine. Madison Cox, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'un si bel épisode. Merci beaucoup d'avoir répondu. Le déplacement aussi. Oui, d'avoir fait le déplacement, d'avoir répondu plaisir à notre Ça sera à nous la invitation. prochaine fois, c'est nous qui aurons. Je vous attends, absolument. Avec plaisir. Merci et surtout de donner vie encore avec toutes vos équipes et vos collaborateurs à un endroit aussi magique que Et celui-ci. toujours avec autant de passion. Merci beaucoup. On dit merci à nos collègues dans la régie. Merci Salut à les collègues. vous, nos auditeurs, de nous avoir suivis Merci. aujourd'hui. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bon week-end. Merci, bon week-end. Merci.